Je vous parlais donc de ces gendarmes qui ont percuté suite à un refus d'obtempérer. Vous allez voir le sujet de leur para, et puis on écoutera peut-être plus longuement le maire, David Guéant. Mais cette histoire moi je pense que cette histoire est invraisemblable. Écoutez les circonstances dans lesquelles les gendarmes ont été, je le répète, percutés suite à un refus d'obtempérer. Vendredi, sur cette départementale, 2 gendarmes en moto tentent de contrôler un automobiliste, mais il refuse de s'arrêter. Il freine, renverse l'un des militaires et prend la fuite. Un peu plus loin, il emprunte à vive allure un rond-point en sens inverse, percute le second motard. Le maire de la commune, qui se trouvait à proximité, se rend sur place. Il échange brièvement avec lui et l'individu lui dit « Monsieur le maire, il n'avait pas le droit de me poursuivre. En France, on ne poursuit pas les gens. Et si c'était à refaire, je le referais. » Des propos effarants pour l'édile, d'autant plus qu'en comparution immédiate, ce mardi, le conducteur qualifie ces actes de folie. Le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a retenu l'altération du discernement et a condamné l'individu à 5 ans de prison, dont 1 an ferme aménagé sous bracelet électronique. Comment se fait-il qu'un malfrat capable d'essayer de tuer des gendarmes qui auraient pu faire courir des risques à des administrés à rouler à 100 km/h en pleine ville, aux alentours de midi, pour shooter un gendarme, puisse ressortir? C'est pas compréhensible. Et plus que ça, c'est scandaleux. Les 2 gendarmes blessés totalisent 15 et 10 jours d'ITT. Une passante présente au moment des faits a été légèrement touchée par des débris. Depuis, traumatisée par la scène, elle ne dort plus. Bon, ce pays va vraiment très mal. Vous avez vu l'image de la moto, dans quel état elle est? Ça montre à quel point l'impact a dû être brutal. Et il ne va pas faire 1 heure de prison? Ce monsieur, il ne va pas faire 1 heure de prison? Électronique, oui. Il ne va pas faire 1 heure de prison? Donc je ne citerai pas ceux qui ont fait de la prison ces derniers mois. Mais c'est un vrai... Regardez cette image. Lui-même, l'image parle d'elle-même, mais ce qu'il dit lui-même ensuite, c'est si c'était à refaire, je le referais. Ils n'ont pas le droit de me poursuivre. Donc il y a un sentiment d'impunité totale, mais totale, y compris jusqu'à commettre, si vous voulez, c'est même pas qu'il ne demande pas ensuite de sanctions. C'est qu'il considère que son geste n'était pas un problème. Vous savez ce qui va se passer un jour, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus personne qui aura envie d'être gendarme ou policier. C'est ça qui va se passer. Moi, il se trouve que mon frère est gendarme, que j'ai eu pas mal de retours sur cette affaire. Ils sont scandalisés, comme nous. Mais quand vous êtes gendarme, que vous êtes toujours sur le terrain, que vous risquez votre vie, parce que là, ils ont risqué leur vie. Ils ont des longs arrêts de travail. Donc, c'est-à-dire que c'était des dommages importants. Et que vous voyez qu'il ne va pas un jour derrière les barreaux. Bon, bah... À quoi bon? C'est ça qui va revenir et c'est très dangereux parce qu'on a besoin d'eux et il faut les soutenir et je trouve qu'on ne les soutient pas assez. Alors ici on le fait mais pas partout et c'est très embêtant. Ce qui m'interroge parce que la décision qui a été prise que cet homme passe en comparution immédiate, c'est-à-dire en justice rapide, et je pense était la meilleure solution. Parce que vous avez une réponse, là elle est pas adéquate, mais vous avez une réponse rapide. Okay. Mais ce qui m'ennuie par rapport à la décision qui a été rendue, c'est que vous avez vu que cette peine, qui n'est pas donc une peine ferme de prison, elle a été justifiée en disant qu'il y avait une altération du discernement. Oui. Donc cette altération du discernement, ça veut dire que dans le cadre de la garde à vue qui a dû être quand même très courte, il y a un médecin qui a dû voir pendant un temps, à mon avis, très court également, parce que c'est cette procédure-là qui le justifie, cet homme, et qui a considéré qu'il y avait une altération. Donc moi, à ce moment-là, pour moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut juger un homme avec un rapport qui a été fait entre 2 portes et qui va dire qu'il y a une altération du discernement. Si on est dans ces conditions-là, à ce moment-là, il fallait ouvrir une information judiciaire, le placer en détention provisoire et voir s'il y avait réellement une altération du discernement avec des experts judiciaires. Et là, avec un rapport où peut-être que cet homme a une altération de discernement, on aurait pu comprendre, peut-être ou pas, ce qui se passait. Là, c'est faux sur toute la ligne. C'est-à-dire que justifier une décision comme celle-ci, qui n'est pas une décision de prison ferme, alors que les faits sont très graves sur des personnes qui sont là pour protéger les citoyens dans les conditions de travail qui sont les siennes, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Je trouve que, pour revenir au mot de Gérald Darmanin tout à l'heure, c'est ça les vraies urgences dans le pays. C'est-à-dire que vous avez là l'exemple parfait, le contre-exemple parfait de ce que veut dire faire nation. On a quelqu'un qui commet un acte sans culpabiliser, sans vouloir ensuite, qui dit qu'il le referait,
un acte qui inclut une mise en danger de la vie d'autrui, mais ça n'a pas l'air de le déranger, donc il y a un refus total de faire société. Et ensuite, on a des forces de l'ordre qui ne sont pas protégées par la société elle-même et qui se disent, il pourra récidiver dans tous les cas. C'est le contre-exemple parfait. Et vous avez le maire qui a pris la parole. Alors évidemment, ce maire, vous l'écouterez ou vous l'entendrez nulle part, hein, il sera interrogé nulle part, il est interrogé sur CNews. Mais comme il ne dit pas ce qui correspond à la doxa, eh bien, il sera évidemment blacklisté sur toutes les autres chaînes. David Géant, ou Guéant, je ne sais pas comment on dit, il est le maire de Forcalquier et je vous propose de l'écouter. C'est Laure Parra qui l'a interrogé plus longuement. Il était dans le sujet il y a une seconde. En fait, j'étais à quelques mètres à peine de la Seine, occupé à manœuvrer sur un chantier et le bruit m'a interpellé et j'ai cru qu'un bus s'était encastré dans la piscine, tellement l'impact et le choc a été puissant. Et donc je me suis rendu sur les lieux immédiatement, je suis arrivé 10 secondes peut-être après le choc. Et donc j'ai assisté à l'interpellation de l'individu qui, manifestement, a essayé de tuer le gendarme. Parce que j'étais sur place, j'ai entendu, mais j'ai aussi pu échanger avec le coupable au moment de son arrestation, à qui j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Il m'a répondu, mais la gendarmerie n'avait pas le droit de me poursuivre. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc ça, ce n'est pas au gendarme qu'il a dit ça, c'est à moi. Et donc je sais ce que j'ai entendu. Et donc je sais la dangerosité qu'il peut avoir pour la société. Et je sais que c'était pas du tout ni un acte d'un dépressif, c'était un acte volontaire de quelqu'un qui voulait tuer des gendarmes. Et donc, ça n'est pas acceptable qu'il puisse ressortir 5 jours après son arrestation avec simplement 1 an de bracelet et 3 ans de sursis. C'est incompréhensible pour le commun des mortels. Il a parfaitement raison. Je peux poser une question à Maître Garbarini ? Bien sûr. C'est en 2 heures. Hein. Pourquoi je fais ça. Le compteur tourne. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le nom ni des gendarmes, ni de l'individu, comme on dit ? Il est condamné. Ah ben, ça, j'en sais pas, mais à mon avis, on doit l'avoir dans les journaux, il doit être dit. Que les gendarmes, le nom ne soit pas cité, je pense que c'est une précaution par rapport à leur métier, mais que le nom doit être cité forcément. La protection, en général, la protection, elle est lorsque les personnes sont en garde à vue. Et à partir du moment où elles sont mises en examen, le nom est donné. Bon, il y aura peut-être un appel quand même. Le parquet devrait faire appel. Le parquet doit faire appel. Mais il est très dangereux, cet homme-là. Oui, donc il est sous bracelet. Là, il est dehors. Il est sous bracelet chez lui, sans doute. Oui, mais sous bracelet, il en fait ce qu'il veut de son bracelet. S'il veut sortir, il sort. Bien sûr. Donc, visiblement, quand j'entends le maire... Il a envie de recommencer. Il pourrait recommencer. Je trouve que c'est quand même un homme dangereux. Ah oui. Donc on met parfois des hommes en prison qui ne représentent aucun danger. Je signale que le président de Lafarge est en prison. Oui, au moment où on se parle, il est toujours en prison. Ouais. Ça fait plusieurs fois que j'en parle du président de Lafarge, parce que c'est, y a un appel qui a été fait. Il nous écoute peut-être d'ailleurs le président de Lafarge, un grand patron français qui n'avait jamais été mis en examen et qui n'avait jamais eu affaire à la justice de sa vie, qui était passé par qui a un CV tout à fait exceptionnel. Il est en prison aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il représente un grand danger pour la société. Et vous avez donc cet homme qui a percuté des gendarmes, et lui, il est dehors. Non, mais il doit. Je pense que l'ancien président de Lafarge, il doit attendre son audience devant la chambre de l'instruction sur la demande de mise en liberté qui a été faite. Mais à ce moment-là, au moment où on se parle, il doit toujours être à la santé. Ça, donc c'est le premier point. 30 jours peut-être qu'il est en prison. Et le deuxième point, c'est qu'encore une fois, la revue des troupes. C'est que je ne comprends pas cette décision parce qu'elle est uniquement justifiée par cette altération du discernement. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment on a pu, en 4 jours, déterminer que cette personne, elle avait une altération du discernement. Voilà. C'est en fait, ça a été utilisé, c'était ce point-là qui a été utilisé pour ne pas rendre une décision ferme. Voilà. Mais je n'y crois pas. La bataille de Cameron, épisode marquant de l'expédition du Mexique, menée alors que la guerre de sécession faisait rage aux États-Unis. Dans ce contexte, Napoléon III cherchait à freiner l'expansion américaine, à préserver les intérêts européens, en particulier ceux de la France, face à une puissance jugée menaçante sur l'ensemble du continent. Et le port de Veracruz, dans le golfe du Mexique, et la ville fortifiée de Puebla protègent alors la route de Mexico. Et au début de 1863, une compagnie de légionnaires du 1er régiment étranger est envoyée sur place, en renfort des troupes françaises présentes sur le sol depuis 2 ans. Et elle reçoit comme mission d'assurer la sécurité des convois de ravitaillement des unités qui assiègent la ville. Et les combats de Cameron ont lieu le 30 avril 1863 au Mexique.
lors de l'expédition menée par Napoléon III, une compagnie d'environ 60 légionnaires, commandée par le capitaine d'Anjou, qui est évidemment une gloire française et une gloire de la Légion étrangère. Regardez la solennité, j'allais dire la beauté de cette mise en scène. Le capitaine d'Anjou reçoit pour mission de protéger un convoi de ravitaillement destiné aux troupes françaises. Les légionnaires sont encerclés à Cameroun par environ 2000 soldats mexicains, mais ils refusent de se rendre et ils combattent pendant plusieurs heures. Et après 11 heures de combat et malgré la mort de d'Anjou, les derniers survivants continuent de se battre jusqu'à manquer de munitions. Je vous propose d'écouter la sonnerie. Cameroun est devenu un symbole des valeurs de la Légion étrangère, commémoré chaque année pour honorer donc le sacrifice et l'accomplissement de la mission. Et chaque année, le 14 juillet, c'est la Légion étrangère qui est toujours le plus applaudi sur les Champs-Élysées. Et c'est un moment d'émotion et aussi d'admiration pour ces hommes. La Légion étrangère, c'est des hommes ? Oui, il n'y a que des hommes. Et pour le moment, c'est pas de femmes. C'est un des derniers, j'imagine, corps d'armée qui est interdit aux femmes. Richard Millet. C'est dommage que la France ne fasse pas de film là-dessus. Sur la Légion étrangère, il y a des films américains, mais qui se passent dans le Sahara, vous voyez. Et la Légion saute sur Colvézi, c'était pas... Et c'est le seul, j'allais y venir, ouais, c'est un film de Raoul Coutard, qui n'est pas extraordinaire, mais qui au moins rend hommage à ce qui s'est passé à Colvézi. Ouais. Mais il n'y a pas un film sur Cameroun, par exemple ? Je pense pas, à ma connaissance. Il n'y a pas une fiction sur... Moi, je crois pas. Mais Force Sagan, c'est pas la Légion ? Non. Force Sagan, c'est avec Depardieu, c'est un film d'Alain Corneau, avec Sophie Marceau, et ça se passe effectivement... dans le Sahara. Mais... Dans le Sahara, au début du siècle. C'est un beau film. Il y a Florent Pagny qui joue dans Force Sagan. C'est un de ses premiers rôles. Il a été comédien à un moment, il est beau comme tout dans le film. Et c'est un film qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. En 82 ou 83. C'est un très joli film, Force Sagan. Comme le cinéma de Corneau, il est formidable. Au-delà du cinéma, vous savez, je parle sous le contrôle de Maëlène, on est à peu près de la même génération. Je n'ai pas souvenir d'avoir appris la bataille de Cameroun à l'école. J'ai pas souvenir d'avoir appris cette bataille-là. Je suis d'accord avec vous. Après, par mes propres lectures. Je suis d'accord, on parle de... question. On pourrait au moins s'arrêter un instant sur cette... On parle d'Austerlitz, les grandes batailles. Et encore Napoléon à l'école, on le fait vite. Hein. Oui, mais parce que nous ne sommes pas de la même génération. En tout cas, maintenant, on le fait vite. En tout cas, on ne pas qu'on le faisait vite. Non, mais c'est vrai que la Légion est aujourd'hui en plus un modèle. C'est un modèle d'intégration. Exactement. C'est quand même l'idée est quand même très belle. C'est des hommes qui veulent une seconde chance et qui choisissent de se consacrer à la France. En échange, on leur donne cette seconde chance. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a une forme d'absolution, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils rentrent à la Légion étrangère, il a la garantie que ses chefs, qui sont au courant de toute sa vie d'avant, évidemment, ne trahiront jamais les secrets de ce qu'il a pu faire auparavant. Ils commencent une nouvelle vie, ils apprennent le français directement. Et il y a quelque chose de très beau dans cette idée de faire corps, de se donner une seconde chance et d'avoir un mélange total des nationalités. Et la Légion recrute encore et recrute bien. Richard Millet. De terminer, malheureusement, l'épisode mexicain de la Légion est souvent ridiculisé par les Américains dans certains westerns. On comprend pourquoi, politiquement. Par exemple, dans des westerns comme Veracruz, etc., on voit les soldats français caricaturés, vous voyez, et le colonel d'Anjou, vous voyez, avec des petites moustaches à Napoléon III. C'est quand même dommage que nous ne répliquions pas par notre propre cinéma cette offense. Bon, j'imagine. Est-ce que la ministre des Armées est présente, Thomas Bonnet ? Je ne sais pas. Madame Vautrin. Je ne la vois pas dans le protocole. Elle est présente. Elle est présente. Elle est sûrement, en tout cas, invitée. Elle est présente.
Ah non, c'est les anciens ministres des anciens combattants qui me dit Marine Lançon. Alice Ruffo. Madame Vautrin s'est pas déplacée. Elle n'a pas jugé utile de commémorer Cameron. Bon, elle était son corps défendant, si je puis dire, elle était aux hommages pour les soldats tombés au Liban. J'ai un ami qui a eu la vie sauve grâce à des légionnaires dans une situation civile. Et donc, par gratitude, tous les ans, il est présent à Cameron. Et c'est également un mécène pour la Légion étrangère, pour leur rendre, bien évidemment, toute l'aide que les légionnaires lui ont apportée pour lui sauver la vie. Et évidemment, je ne sais pas si nous l'avons dit, mais cette cérémonie est à Aubagne, bien sûr. Et Max Guazzini est un grand amoureux de la Légion étrangère. Donc Max, je ne sais pas s'il est à Aubagne aujourd'hui ou s'il est devant sa télévision, mais nul doute qu'il doit être ému, comme nous tous, à la vue de ces images. On retournera tout à l'heure régulièrement. Sabrina ? Non, simplement, les images que l'on voit, elles entrent vraiment en dissymétrie, par rapport aux faits précédents, où on voit que l'État aujourd'hui n'est même plus capable de protéger son appareil d'État. Et en ne prenant pas part justement à la défense des gendarmes, par une justice plus ferme, par la construction de prisons qu'avait notamment évoqué Emmanuel Macron au début de son mandat. Il avait promis 15 000 places de prison qui pourraient permettre aux criminels d'être enfermés. Je pense également au fait que certains membres du gouvernement n'ont pas assez rendu d'hommage. Je pense à la veuve Comines, par exemple. Je pense au fait que le président de la République fut absent pour l'hommage rendu aux 3 soldats morts pour la France au Liban. Tout ça montre que le peuple français aujourd'hui est désarmé, conquis et impuissant, parce que ceux qu'ils sont censés protéger sont eux-mêmes désarmés, conquis et impuissants. Et voir ces images-là de la Légion d'honneur nous rappelle, comme disait Magalienne, qu'il y a quand même une espèce d'espérance, qu'il existe encore aujourd'hui étranger qui fait nation avec la France et qui est capable de la meilleure transcendance et du meilleur sacrifice pour notre pays. Donc il y a quand même un petit espoir, malgré tout, dans ce pays. Voilà. J'ai parlé du capitaine d'Anjou, Jean d'Anjou, et je pense avoir fait une erreur parce qu'il avait perdu sa main gauche 10 ans plus tôt, le 1er mai 1853, lors d'une expédition en Algérie, durant laquelle son fusil avait explosé, et cette main avait été remplacée par une prothèse articulée, et c'est cette prothèse articulée qui est devenue relique militaire et qui est portée à Aubagne pour cette cérémonie devant les légionnaires.